Bonjour, bonjour à toutes, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je voudrais croire qu'il y a des messieurs qui nous ont rejoints. Nous voulons d'entrée de jeu remercier Made in Africa d'avoir organisé cette rencontre, cette discussion, cet arbre à palabres, parce qu'on sait très bien que souvent les femmes n'ont pas voix au chapitre quand il y a des décisions à prendre. Or, il se trouve que le monde de demain, comme on dit ça et là, mais le monde en réalité est partout, sous tous les cieux, va devoir prendre en compte la parole des femmes et pas seulement la parole, l'action surtout des femmes. Et en ce qui concerne les femmes, justement, elles sont déjà sur le pont. Elles n'auront pas attendu qu'il y ait une pandémie, elles n'auront pas attendu d'avoir des moyens. Comme dit mon père de 83 ans bientôt, j'aime à le citer, il dit une femme, on lui donne 2 cailloux et elle nous fait un banquet. Alors, c'est vrai qu'on trouve là qu'elles ont une élasticité d'esprit, elles font comme elles peuvent et souvent elles réussissent. Et peut-être que malheureusement, c'est parce qu'elles réussissent avec peu que personne ne s'en émeut et pas grand monde ne considère qu'elles devraient avoir encore plus pour mieux faire. Et je voudrais croire que cette rencontre aujourd'hui, avec vous, mesdames, avec vous qui nous regardez, avec vous, messieurs, cette rencontre, je le rappelle, initiée par Made in Africa, va être l'occasion de replacer la nécessité pour les femmes de pouvoir recevoir tout ce dont elles ont besoin, au même titre que tous les entrepreneurs, car en effet, les femmes sont des entrepreneurs comme tous les autres. Et j'ai même envie de dire un peu plus, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et cet entrepreneuriat des femmes est majoritairement informel en Afrique, notamment, et ce n'est pas que les femmes se complaisent dans l'informel, simplement il se trouve qu'elles vont se déployer comme elles peuvent, avec les moyens de bord. Et aujourd'hui, il est plus que temps que le monde entier, que les décideurs, que les politiques, que les acteurs de l'économie, à tout point de vue, comprennent que chaque nation a besoin de l'apport des femmes. Les femmes sont multiplicatrices de la croissance économique, mais il faudrait bien que pour cela, tout le monde puisse travailler à ce qu'il en soit ainsi. Et quand nous parlons des femmes, bien évidemment, et malheureusement, il faut pouvoir parler d'un sujet qui est tapis et dont on pense que si on le règle, ce sera pour rendre service aux femmes. Je voudrais parler là des sempiternelles violences faites aux femmes. Ça n'est pas le sujet ici aujourd'hui, et pourtant c'est une question transversale, parce que bien évidemment, lorsqu'on est invalidé par ces violences, quelles qu'elles puissent être, alors elles peuvent être institutionnelles, elles peuvent être domestiques, et je ne vais pas ici égrener malheureusement ce vilain chapelet, mais toujours est-il que cela les rend moins opérationnels. Alors, autant espérer que tout le monde, tous les acteurs, comprennent que on ne peut pas travailler d'une seule main avec l'une attachée dans le dos. Je voudrais dire là qu'il y a des femmes, il y a des hommes dans tous les pays, et chaque pays, chaque nation a à cœur que son PIB soit probant. Mais pour cela, encore faut-il que toutes les forces vives de la nation soient mises à contribution. En cela donc, les femmes ne sont pas des citoyennes entièrement à part, mais à part entière. Et donc, ce n'est pas pour leur rendre service que de gommer, de cesser les violences, ce n'est pas de leur rendre service comme si c'était avec condescendance, comme si on leur faisait la charité, que de mettre en place des dispositifs qui les rendent complètement opérationnels, mais c'est se rendre service en tant que nation, de faire ces choses pour permettre que tout le monde y gagne. Car quand les femmes sont en capacité de faire le maximum qu'elles peuvent, et Dieu seul sait combien elles peuvent, alors tout le monde est gagnant. Je voudrais donc m'arrêter là pour cette partie introductive, en quelque sorte, en vous remerciant encore pour votre attention, vous qui êtes connectés. Nous voulons croire que vous êtes nombreux et que vous allez poser vos questions plus après. Mais d'entrée de jeu, nous allons faire un tour de table, mesdames, si vous le voulez bien, pour pouvoir vous entendre chacune succinctement avant que de rentrer dans le débat. Nous allons commencer donc par vous, Ayodele Onying, vous êtes la fondatrice de Ourami au Bénin. Vous allez donc nous situer par rapport à vous, c'est ce que nous ferons avec les autres intervenantes. Et je rappelle que notre sujet porte sur l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, les leviers d'une opportunité sans précédent pour le continent. Nous écoutons. Merci, Madame Edingo, pour l'introduction. Je suis Ayodele Onya du Bénin, responsable de Ourani Consulting, une structure spécialisée dans l'accompagnement, le renforcement de capacités des entrepreneurs avec un focus sur l'accompagnement des femmes.
Donc, à Ourani, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de l'éducation financière, nous faisons du renforcement de capacité pour montrer aux entrepreneurs, aux femmes dirigeantes d'entreprise, aux gestionnaires de PME, comment ils peuvent vraiment gagner concrètement de l'argent. Parce que les statistiques ont montré que dans beaucoup d'entreprises qui sont créées au Bénin et en Afrique, la plupart des entrepreneurs tournent, mais ils ne font pas vraiment de chiffre d'affaires. Ou bien même quand ils font assez de chiffre d'affaires, ils n'arrivent pas à se dégager une marge nette. Donc, voilà notre contribution dans l'écosystème du Bénin. Merci. Merci à vous. C'est un véritable voyage que nous avons là. Vous savez, à l'époque, on ne peut pas voyager. Ça nous fait du bien d'être en interaction les unes avec les autres et de voir, d'avoir cette carte postale de vos pays respectifs, là où vous vous trouvez, d'avoir cette cartographie, qu'on puisse mieux se rendre compte. Nous allons donc partir au Congo. Nous vous écoutons, Belle Loretta Téné. Vous êtes la cofondatrice et directrice des publications du magazine Dirigeante. J'appuie bien dessus sur le E. Nous vous écoutons. Merci pour la parole. En fait, je rappelle que je suis présentement au Cameroun, je ne suis pas au Congo. Donc, j'ai travaillé au Congo comme responsable des ressources humaines dans une filiale de multinationale et confrontée au harcèlement sexuel et moral. Donc, à un moment donné, il fallait que je sollicite mon départ négocié. Et face à cette histoire, je me suis dit, pourquoi pas me consacrer dans la valorisation des femmes parce que moi-même étant confrontée à cette situation, j'ai réalisé que beaucoup de femmes sont confrontées à cette falaise de verre, au plafond de verre. Et ensemble, avec mon époux, nous nous sommes dit pourquoi pas lancer un magazine. Et donc, voilà comment nous avons lancé le magazine Dirigeante, qui est un magazine qui valorise les femmes cadres et chefs d'entreprise pour servir de modèle aux autres, pour les booster, les challenger et les inspirer. Donc, au-delà du magazine, nous nous sommes dit que c'était mieux aussi de créer une plateforme pour permettre à ces femmes de se retrouver, de réseauter, mais surtout débattre des sujets d'actualité. Donc, nous avons lancé ce que nous appelons 4D, qui veut simplement dire dîner débat des dirigeantes. Donc, nous en avons organisé 8, donc 6 au Cameroun et 2 au Congo-Brazzaville. Et lors de ces dîners, nous avons eu des doléances de la part de ces dirigeantes qui voulaient que les thématiques soient beaucoup plus approfondies. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi pas lancer des masterclass? Donc, ce sont des sessions de renforcement en capacité managériale, des formations en leadership, pour permettre à ces femmes de bénéficier de certaines formations sous forme d'ateliers. Donc, depuis 2019, nous avons 2 sessions par an. Donc, une session au début du mois, juste au moment, dans la période du 8 mars, et une autre session lors de la semaine de l'entrepreneuriat féminin. Donc, voilà ce que nous faisons. Et à côté de ça, nous avons lancé aussi une émission Dirigeante en vue. Donc, c'est cette émission qui reçoit une dirigeante qui nous partage son parcours académique et professionnel, ses astuces pour concilier vie privée et vie professionnelle. Et nous parlons également de leadership. Donc, voilà en gros ce que le magazine fait. Et donc, nous nous sommes ouverts aussi à l'international parce que nous avons eu beaucoup de demandes venant des femmes de la diaspora. Et nous nous sommes dit, on ne peut pas seulement se contenter des femmes africaines, mais là, le vivier, c'est aussi les femmes européennes et canadiennes. Donc, voilà en gros ce que nous faisons. Merci beaucoup, Belle Loretta Téné. Je voudrais croire que toutes les personnes qui sont avec nous, les intervenantes notamment, vont être parmi ce magazine, figurer dans le magazine Dirigeante, et pas que, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais donc là que nous puissions, en vous remerciant d'avoir fait le parallèle entre le Cameroun et le Congo, nous allons donc partir au Maroc. Nous vous donnons la parole, Madame Salwa Karkri Belkessis. Vous êtes la présidente de Afrique de Inetum. Nous vous écoutons. Merci Madame Ngo, ravie d'être parmi vous. Je souhaite plein succès à cette initiative de Made in Africa. Je présente également tous mes voeux à la communauté musulmane en Afrique en ce dernier jour du mois du Ramadan, avec santé et la fin, on espère tous, de ce Covid. Alors moi, effectivement, je suis présidente Afrique au niveau du groupe Inetum, un groupe international de 27 000 personnes. Donc, c'est une ESN, entreprise de services numériques, que j'ai rejoint il y a une vingtaine d'années à travers l'acquisition de ma propre société que j'avais moi-même fondée donc 10 ans auparavant.
Inetom dispose d'un fort ancrage en Afrique, sur le territoire africain, puisque nous comptons 7 filiales, donc au Maroc, en Tunisie, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et également, nous sommes présents également au Cameroun. Donc, nous sommes fortement impliqués sur le continent africain. Je citerai juste 2 initiatives que le groupe donc actionne pour accompagner les femmes justement africaines pour leur développement au niveau du digital. La première initiative, c'est que nous sommes Sénat de Women in Africa, donc où nous accompagnons depuis quelques années, où nous offrons le prix digital aux meilleures startups au niveau d'Afrique, et nous organisons tout au long de l'année donc des séances de formation sur les différents thèmes du digital. Et deuxième initiative, c'est ce qu'on appelle ADMA, c'est Africa Digital Management Award, que nous avons lancé la première édition cette année. C'est pour récompenser les meilleurs projets de transformation digitaux, donc le chef de projet ou la chef de projet, et puis l'entreprise elle-même. Bien sûr, moi, à titre personnel, on va revenir dessus, mais j'ai milité depuis une trentaine d'années pour l'entrepreneuriat féminin, pour la participation des femmes au Maroc au niveau de l'économie. Et comme a été mentionné tout à l'heure, donc je suis en train de sortir d'ici à la fin du mois un premier ouvrage qui s'appelle Le champ des possibles, qui retrace un petit peu mon expérience d'une trentaine d'années pour inspirer les jeunes et plus spécialement les filles pour s'engager dans l'entrepreneuriat féminin, pour s'engager dans la vie associative et pourquoi pas pour s'engager dans la vie politique. Merci pour ces premières précisions. Alors, comme on le voit au travers de vos profils respectifs, en effet, les femmes, c'est des Shivas, elles ont plusieurs paires de bras et elles mènent de front, avec succès, souvent, il faut le dire, beaucoup d'actions. Une fois qu'on a dit qu'avec succès, on ne dit pas que cela suffit. On parle ici de pouvoir donner les moyens aux femmes. Et quand je dis donner encore, je n'ai pas trouvé un verbe moins condescendant que celui-là. En tout cas, rendre possible l'accès au financement pour les femmes afin qu'elles fassent bien plus encore. Cela ne bénéficie pas seulement à celles des femmes qui sont mobilisées, ni seulement à leur entourage immédiat, mais encore une fois à leur pays et puis à la planète tout entière. On parle beaucoup, je le disais au début de mon propos, on parle du monde de demain. Mais les situations de crise, de mon point de vue, ont ceci de particulier que enfin, cela met le focus sur la situation de celle des personnes qui déjà étaient dans cette condition de crise et que personne ne voulait voir ou dont tout le monde s'accommodait. Je voulais ici parler, par exemple, des femmes, Madame Teneki et du Cameroun, on parle des Bayam Selam. Ce sont ces femmes qui sont des agricultrices ou des acheteuses de produits maraîchers notamment, et qui vont les revendre dans les villes. Alors, pour tout le monde, c'est normal qu'elles ne soient que des petites mains. Mais parfois, je leur dis, les dames au Cameroun, par exemple, je leur dis, mais décidez de ne pas aller vendre quoi que ce soit pendant 2-3 jours, qu'on rigole un peu. À ce moment-là, tout le monde va mesurer combien elles sont la plaque tournante de l'économie. Tout le monde dans sa famille a nombre de femmes qui font comme elles peuvent, pour qui vendre des beignets, qui acheter du tissu et le revendre ça et là. Et tout le monde s'accommode de ce que c'est ainsi. Et même on vante cela, on dit « Ah, mais elle, en vendant des beignets, elle a payé des études supérieures à ses enfants, elle a fait ceci, elle a fait cela. » On a l'exemple des Nana Benz. Je ne voudrais pas ici voler la vedette à ceux qui connaissent le sujet bien mieux que moi encore, mais dont on sait qu'elles ont été prospères. Mais au milieu de tout cela, la question quand même demeure. Pourquoi est-ce que, quand on va parler de l'entrepreneuriat des femmes, de manière institutionnelle, j'entends, tous les acteurs, tous les sachants, et dois-je le dire, qui beaucoup se déclinent au masculin, vont parler de microcrédit. Bon, alors, microcrédit, c'est quelque part nivelé par redimensionné à une petite échelle ce que peuvent faire les femmes en disant, vous êtes bien gentils les dames, voilà ce que vous pouvez faire, voici 3 francs 6 sous que vous allez gentiment pouvoir rembourser. Et puis non, mais un entrepreneur est un entrepreneur, qu'il soit une femme
ou un homme. Et tout entrepreneur devrait pouvoir avoir accès au financement. Bien sûr, on parle de l'accès au financement, on parle des garanties, on parle de titres fonciers. Les femmes n'héritent pas de la terre, les femmes n'ont pas ci, n'ont pas ça. Voilà autant de choses que je dépose comme cela devant vous. J'ai bien sûr des questions précises, mais j'aimerais quand même que vous puissiez vous sentir libre d'interagir, de répondre, de nourrir en tout cas, d'apporter des réponses aux questions qui vont donc suivre, chacune de sa fenêtre, chacune de son énergie, parce qu'on a vraiment besoin d'entendre que c'est une approche holistique qu'il faut en ce qui concerne la situation des femmes, pas tant pour elles-mêmes, parce que comme je le disais tout à l'heure, elles sont déjà, veut pas, mais elles sont par la force des choses sur le pont. Et quand on parle de transition, en réalité, c'est le reste des acteurs et surtout des décideurs, c'est à eux d'accepter enfin de mettre à contribution ce que font déjà ces expertes. Car quand on peut faire en difficulté, qui peut le pire, peut le mieux. Je voudrais donc là que nous puissions, Loretta Téné, vous donner la parole déjà, mais je le rappelle encore une fois, sentez-vous libre d'interagir sur ce sujet-là. Comment pallier au déficit de formation adapté à la création d'entreprises des femmes? Alors, on parle de self-made men, self-made women. Quand on a réussi à faire quelque chose, a-t-on besoin de retourner faire de l'alphabétisation financière? N'entend-on pas dans une telle question que oui, elles savent, mais bon, il faut qu'elles recommencent à apprendre certaines choses? Est-ce que ça n'est pas que de les faire rétrograder? Je parlais d'une question, en voilà plusieurs qui se profilent. Je vous laisse la parole, Loretta. Non, je ne pense pas qu'on va, c'est une forme de rétrogradation, mais je pense effectivement qu'il faut effectivement dans les cursus scolaires prévoir la création des entreprises et l'auto-entrepreneur. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent, mais on se rend compte que les femmes, effectivement, au niveau de la création des entreprises, il y a un manque de formation. Et vous avez parlé tout à l'heure des Bayam Selam, par exemple. Ces femmes font partie du circuit informel. Et imaginez un seul instant si toutes ces femmes étaient formalisées. Parce que quand on parle de l'informel, ça veut dire qu'il y a une partie de l'économie qui échappe à l'économie formelle. Donc, on gagnerait effectivement à former toutes ces femmes. Et là, je pense par exemple à une belle initiative comme l'initiative du Bureau international du travail. C'est une formation que moi-même j'ai suivie, c'est la formation Germe et Créer. Donc, la formation Créer permet à toutes ces femmes qui sont dans le circuit informel ou formel de suivre une formation pour créer leur entreprise, pour les formaliser. Et la formation Germe permet à ces femmes de gérer au mieux leur entreprise. Donc, ça, c'est un volet, c'est-à-dire le volet de la formation. Mais de l'autre côté, il faut aussi des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui vont descendre sur le terrain, parler d'elles auprès de celles qui sont encore dans l'informel, auprès de celles qui hésitent encore à entreprendre, les motiver, les inspirer. Et ça incite effectivement les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà ce que je voulais aborder par rapport à cette thématique. Et je conclurai par prononcer une pensée de Antonio Guterres qui disait « Si on implique beaucoup plus les femmes, le PIB des économies augmenterait de plus de 26 milliards d'ici à 2026. » Donc, on a tout intérêt, effectivement, d'impliquer davantage les femmes, mais en passant notamment par la formation. Parce qu'on ne peut pas ne pas les former à la création de l'entreprise. Si vous permettez, je vais peut-être réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Madame Ngo, oui, par rapport au financement. Donc, moi, je voudrais juste donc rappeler un petit peu la genèse de notre association AFEM dès l'année 2000 au Maroc. Nous avons créé une association de femmes chefs d'entreprise au Maroc. L'objectif, c'était justement d'inciter les jeunes femmes donc, à créer leurs entreprises à travers des incubateurs que nous avons donc créés un peu partout au Maroc. Donc, les incubateurs qui accueillent en fait des jeunes filles à partir de leur business plan, à partir d'une idée. Donc, on les aide jusqu'à la création de l'entreprise. Elles sont domiciliées pendant à peu près 18 mois jusqu'à ce qu'elles puissent donc voler de leurs propres ailes. Le deuxième objectif, c'était de faire participer en fait les femmes au niveau des débats économiques. Ce qui est très important, c'est également le troisième objectif, c'était d'arriver à avoir un pourcentage au moins d'un tiers des femmes dans les postes de décision. Parce que ce qui se passe dans nos différents pays,
même si, par exemple, en Afrique subsaharienne, on voit un taux de création d'entreprises par les femmes qui est le plus élevé au monde, je pense qu'il dépasse les 25%, mais comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça reste dans l'informel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas d'accès au financement. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on arrive à avoir des entreprises qui sont structurées, qui sont dirigées par des femmes, qui sont créées par des femmes, ce qui est tout à fait possible puisque au niveau des études supérieures, tous nos pays ont fait beaucoup d'efforts pour que les filles arrivent à avoir des diplômes supérieurs. On a même des écoles d'ingénieurs au Maroc où il y a plus de filles que de garçons qui arrivent, qui sont diplômés. Mais malheureusement, par la suite, en fait, ce plafond de verre, il vient du fait que l'environnement n'est pas vraiment adapté. Quand je dis l'environnement, c'est tout l'environnement social, en fait, pas juridique, parce que toutes les lois sont là et qui garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça que je dis que les femmes doivent arriver à un moment donné à des postes de décision importantes en nombre suffisamment pour pouvoir drainer et pour pouvoir légiférer et pour pouvoir garantir un environnement qui permettrait aux femmes de s'épanouir dans leur travail et de pouvoir assumer également leur rôle au niveau du foyer. C'est des choses qui sont importantes. Donc, nous avons fait un mémorandum que nous avons présenté au gouvernement en disant qu'il faut mettre en place au niveau de chaque collectivité locale des transports scolaires, des crèches publiques. Il faut qu'il y ait une incitation fiscale pour tout ce qui est travaux à domicile. Donc, ce sont des choses qui, en fait, qui vont permettre justement aux femmes de pouvoir allier entre ces deux responsabilités. Pour arriver pour la partie financement, et vous avez tout à fait raison, et je l'évoque beaucoup également dans mon livre, parce que moi-même, il y a une trentaine d'années, vous êtes encore jeune, mais il y a une trentaine d'années, c'était encore beaucoup plus difficile pour les femmes. Et effectivement, pour avoir des financements, on vous demande toujours des garanties. Et en général, tout ce qui est bien immobilier ou autre n'est pas au nom de la femme forcément, mais plutôt au nom des hommes. Donc là, on a également milité, nous avons obtenu la mise en place au Maroc d'un fonds qui s'appelle Ileiki. En fait, c'est un fonds garanti par l'État auprès des banques qui garantit jusqu'à 80% du prêt que la banque va donner à jeune fille. Ileiki, ça veut dire en français à toi la femme, donc c'est pour les femmes, c'est un fonds de garantie qui est que pour les femmes, et ça va jusqu'à 1 million de dirhams, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 euros. Ce fonds-là a permis de développer beaucoup l'entrepreneuriat féminin et la création des entreprises, parce que les banques ayant une garantie 80% de l'État, donc ils arrivent à prendre le risque de 20%. Donc voilà, je dirais, une mesure incitative qui peut être dupliquée et qui est efficace. Merci beaucoup pour toutes ces pistes que vous avez évoquées, qui sont des pistes concrètes en plus. Je voudrais bien que vous puissiez, Ayodele, réagir tant à ce que vous venez d'entendre qu'à ce que nous a partagé Loretta Téné. Loretta, vous disiez qu'il fallait que les femmes aient des rôles modèles et qu'elles puissent descendre sur le terrain. Alors, à la décharge de la majorité des femmes qui, elles, justement, sont dans l'informel, voire, allez, caricaturons jusqu'au bout, voire Madame une telle avec ses talons aiguilles et son 4x4 descendre sur le terrain dans la boue des champs maraîchers pour en quelque sorte la mobiliser. Est-ce que ça règle le sujet qui est quand même la contingence des femmes salois, vous l'évoquiez tout à l'heure. Voilà, une femme, je dis souvent qu'une femme, un bébé dans le ventre, un autre dans le dos, et un panier sur la tête, et un autre enfant encore qu'elle tient par la main, le mari chez la voisine. Voilà autant de choses qui sont quand même des sujets qu'il faut reprendre en compte. Et ça n'est pas finalement que de pouvoir régler cela, j'ai envie de dire, de décliner les solutions au féminin comme si jamais les femmes ne pouvaient se départir de ces contingences pour pleinement rentrer dans l'entrepreneuriat. Ayodele, j'aimerais bien que vous ayez la lourde tâche comme cela d'intervenir au milieu de tout ce que vous avez entendu, de votre fenêtre, bien sûr. Merci beaucoup. Il faut rappeler que dans notre contexte en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier, on appelle aujourd'hui entrepreneuriat. Mais avoir plusieurs sources de revenus, c'est un mode de vie. Et une femme doit savoir faire quelque chose.
Donc, on a grandi ou bien on a vu même des femmes d'un certain âge toujours faire quelque chose, c'est la normale. Aujourd'hui, on l'appelle entrepreneuriat, ce qui fait que même ces femmes-là qui travaillent, qui font de petites activités, elles ne pensent pas, elles ne sont pas assez valorisées pour les petits efforts qu'elles font déjà. Alors que c'est grâce à ces efforts-là qu'elles arrivent à subvenir à leurs propres besoins elles-mêmes, aux besoins de leurs enfants, parfois à donner un coup de main à monsieur et à la belle famille et à toute la communauté. Donc, elles ont tout ce poids-là sur elles. Malheureusement, la société ne valorise pas assez ce travail qu'elles font. Donc, c'est vrai qu'il faut former les femmes. C'est vrai qu'il faut donner des rôles modèles, mais il faut aussi vraiment accompagner les femmes pour leur donner, pour faire reconnaître leur estime et pour leur retourner cette valeur qu'elles ont et qu'elles ignorent. Parce que une femme qui crée, même qui gagne de l'argent, 70% de ce qu'elle gagnera, ce sera investi d'abord dans ses enfants, dans la maison, aider monsieur s'il en a besoin, avant maintenant de penser à ses propres besoins. Donc, les femmes psychologiquement ont cette lourde charge mentale-là. Et nous, au Bénin, avec Ourami, depuis 3 ans, on a commencé à faire de l'éducation financière. On s'est dit, voilà, on va apprendre aux femmes à gérer les finances, à faire la part entre la finance personnelle et la finance de l'entreprise. Mais quand on a démarré en 2018, il n'y avait rien de cela sur le terrain. Quand on a regroupé les femmes, on a compris que les douleurs des femmes étaient au-delà de l'entrepreneuriat. Elles n'avaient pas d'estime d'elles-mêmes, elles étaient tristes, elles n'avaient même pas ce creuset-là où elles pouvaient échanger avec d'autres femmes et savoir que ce qu'elles vivaient, elles n'étaient pas isolées. Donc, à force d'offrir cette plateforme-là, elles ont compris qu'elles n'étaient pas seules. Et aujourd'hui, avec le digital encore plus, on peut être au Sénégal, au Congo et écouter l'expérience d'une femme au Cameroun et savoir, ah, je ne suis pas seule. D'autres femmes aussi traversent cet état de choses. Donc, il est important de penser à la santé mentale de la femme. Si on prend la discrimination, si on prend l'éducation depuis qu'on est petit, on dit voilà, c'est la femme qui lave les assiettes, c'est la femme qui cuisine, l'homme ne fait pas ça. Une femme grandit avec tout ça. Donc, ce n'est pas quand elle sera adulte qu'il faudra maintenant faire des formations en entrepreneuriat pour lui montrer voilà, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, alors qu'en bas, quelque chose est déjà brisé. Donc, c'est vraiment un tout pour l'accompagnement des femmes avant maintenant d'intégrer le volet financier. Et on a vu, l'expérience a vu que quand une femme est soutenue, c'est toute la communauté qui y gagne. On dit qu'un oiseau ne peut pas voler avec... un oiseau ne peut voler qu'avec ses 2 ailes. Et quand l'Afrique pourra autonomiser ces femmes, elle pourra vraiment décoller. Donc, il est important de tenir compte de tous ces facteurs-là pour un accompagnement vraiment adapté aux besoins des femmes et pour pouvoir essayer de cocher toutes ces cases-là. Alors, je vous prends au mot, hein. Restons dans la question des moyens financiers. Parce que finalement, au regard de ce que vous nous décrivez, de l'expérience que chacune a pu faire sur le terrain, son terrain de travail, l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc, hein, j'ai eu l'occasion d'être avec la FEM quand Asma était la présidente. Je salue Wassila qui a fait la mise en relation. Mais je voudrais dire que la vraie difficulté aujourd'hui, quand bien même les femmes seraient braves, et on pourrait poser d'ailleurs la question à celles des femmes qui, elles, ont déjà l'éducation financière, ont déjà la formation qu'il faut, sont déjà affranchies d'un certain nombre de contingences, celles-là témoigneraient que pour autant, il n'est pas certain que ce soit facile d'avoir des financements. Et je pense que c'est le nerf de la guerre. Si vous êtes d'accord, je vous propose que nous soyons sur cet aspect-là, parce que finalement, le reste, bon, les femmes elles font le caméléon. Il y a ceci avec 2 bras gauche, avec un bras droit. Elles vont pouvoir quand même se déployer. Mais maintenant, comment faire pour qu'elles puissent avoir accès à ces moyens qui, je le dis, demeurent la chasse gardée des sphères de décision qui, elles, sont majoritairement masculines. Comment faire pour casser ce clivage qui veut qu'il n'y ait qu'une seule manière d'avoir accès au financement avec des garanties que nombre de femmes n'ont pas parce qu'elles ne veulent pas ou parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'elles sont cloîtrées, elles sont confinées avant l'usage de ce mot à la mode, elles sont confinées dans des réalités structurelles
qui font que, sociétales, qui font qu'elles ne vont pas avoir accès à ces choses. Comment donc faire, et ce sera la question pour vous, Ayodele, comment faire pour que les investisseurs puissent comprendre ce que vous venez de comprendre, ce que tout le monde a compris, ce que ceux qui travaillent auprès des femmes ont compris, comment faire pour que les décideurs, les investisseurs comprennent cela et se dépêchent pour pouvoir, en fait, finalement, combler le manque à gagner qu'il y a pour chaque investisseur et chaque nation. Si vous permettez que je puisse apporter un élément de réponse par rapport à ce financement. Pardon, Salwa, je vous laisse, Ayodele, rebondir dessus. Et puis, ensuite, on revient, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord, Salwa, je vous prie. Effectivement, je lisais ce matin un article de l'agence Ecofin qui mentionnait qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, il n'y a que 37% des femmes qui ont un compte bancaire contre 48% des hommes. Et là, l'écart ne fait que s'accentuer depuis des années. Et on note aussi dans cet article que les femmes disposent très souvent d'un capital réduit pour démarrer leur activité. Et on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, que les banques demandent souvent des garanties que les femmes n'ont pas. Et tout récemment, le 17 avril, on a organisé un dîner débat et je ne peux pas vous cacher, on a passé plus d'1 heure pour parler de financement. Et là, on réalise qu'effectivement, le problème du financement reste le majeur problème en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Mais comment faut-il sortir de ce problème dès lors qu'on sait que les banques, quand on parle de garantie, ça freine effectivement les prêts en banque, ça freine l'élan des femmes. Comment faut-il contourner le système bancaire? Effectivement, ça peut passer par les fonds d'investissement. Et nous avons pris, peut-être dans les jours qui suivent, nous sommes en train d'étudier cette possibilité de mettre en place un fonds d'investissement. Et l'idée est venue d'où? L'idée est venue de Evelyne Jo, la directrice générale du WE Capital au Sénégal, que j'ai eu à interviewer. Au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un fonds d'investissement et ces 4 femmes qui se sont réunies, soucieuses des problèmes que rencontrent les autres femmes, elles se sont réunies, elles ont mis en place un fonds d'investissement pour soutenir et accompagner les femmes. Et à côté, il y a une académie qui effectivement forme les femmes à la création des entreprises. Donc, ça peut être effectivement des possibilités. Dès lors qu'en banque, c'est vrai que je lisais un article qui disait que dorénavant, ça c'est le président de la BAD, de la Banque africaine de développement, qui disait que les banques seraient dorénavant classées, donc celles qui octroient les prêts aux femmes seront classées pour inciter les autres banques à le faire. Mais aujourd'hui, on a aussi d'autres solutions que sont les fonds d'investissement qui peuvent pallier à cette problématique. Merci, Madame Téné. Pour autant que, en fait, cela pose la question aussi de femmes nombreuses présentes dans la finance. Parce que peut-être que ce qui ne tombe pas sous le sens de ces messieurs, nous voulons croire que très probablement, encore que, mais je voudrais quand même nuancer. Nous voulons croire que les femmes qui, elles, comprennent combien les femmes sont économiquement sinistrées, c'est-à-dire n'ont pas accès aux sources de financement, nous voulons croire qu'elles pourraient être le catalyseur de ces démarches-là, parce que les dispositifs existent déjà, les banques existent, les investisseurs sont là, mais pas grand monde ne veut prendre peut-être le risque, sait-on jamais. Alors, Salwa, vous allez peut-être, avant de vous revenir à vous, Ayodele, Salwa, j'aimerais bien que vous puissiez nous en entretenir parce qu'il y avait une question pour vous, c'est comment accompagner l'effort des gouvernements pour permettre à ces leaders féminins d'accéder à davantage de financement, surtout, je ne vais même plus parler de la formation, des financements. Bien sûr. Non, on va rester sur le financement. Tout à l'heure, j'avais parlé d'un fonds de garantie. Maintenant, il y a d'autres mécanismes de financement qui sont nouveaux. Parce qu'il faut rappeler que l'entrepreneuriat féminin, il est en train de vivre une mutation vers tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est digital, tout ce qui est start-up. Donc, on trouve de plus en plus de filles qui investissent dans ce secteur-là. Et là, par exemple, au Maroc, il y a la mise en place des nouveaux mécanismes de financement comme le Business Angel. Donc, moi-même, j'en suis une, c'est-à-dire que nous finançons à titre personnel, nous mettons de l'argent dans le capital des startups, nous les accompagnons pendant un certain nombre de temps. Et puis, vous êtes un ange, Salwa, vous êtes un ange, on a bien compris. Beaucoup. Donc, on a fait ça dernièrement. Donc, ça, c'est un mécanisme qui commence à prendre et on veut justement donner l'exemple en disant, pour ceux qui ont les moyens, au lieu de les mettre dans les pierres,
mettez-les dans les startups. Ayez confiance dans les startups parce que de toute façon, le monde de demain après le Covid, c'est un monde qui va tourner autour du digital forcément. Le deuxième mécanisme également, c'est une loi sur le crowdfunding que le Maroc vient d'adopter, et encore une fois pour encourager justement les investisseurs. Mais on trouve quand même, et vous avez tout à fait raison, que très peu de startups féminines obtiennent des financements. Je pense qu'il y a un chiffre qui est de l'ordre de 5% uniquement par rapport aux levées de fonds qu'il y a eu en Afrique ces dernières années, parce qu'il y a un problème de, comme vous avez dit, il y a un problème de confiance. Et vous avez tout à fait raison de dire peut-être les femmes apporteront un soutien aux femmes. Et ça, je me dis toujours que c'est une des clés de réussite pour nous, les femmes, c'est qu'on doit être très, très solidaires entre nous. C'est très important. Et je prends toujours notre slogan de FCEM qui est seuls, nous sommes invisibles, mais ensemble, nous sommes invincibles. Et donc, c'est très, très important qu'on soit solidaires entre nous. Et ce type, justement, de réseau ou d'association, etc., ou de mentoring permet justement de drainer d'autres jeunes filles. Et c'est vraiment l'objectif principal qui m'a poussée pratiquement maintenant à la fin de ma carrière d'écrire ce livre du chemin, le chemin des possibles. Donc, aussi, alors, si vous permettez, je rajouterai juste un point, c'est qu'il y a également la femme elle-même qui doit absolument avoir confiance en elle. C'est très, très important. On doit apprendre aux jeunes filles à avoir confiance en elles. Et moi, je dis toujours que les portes, en fait, ne sont jamais fermées à clé pour ces jeunes filles. Elles sont fermées, mais pas à clé. C'est-à-dire qu'il faut les pousser. Il faut que ce soit la femme qui pousse la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir. Et nos sociétés, de toute façon, nos sociétés ont besoin des compétences féminines et des compétences masculines. On ne se bat pas pour nous-mêmes en tant que femmes, on se bat pour nos pays. Parce que justement, dans une guerre, on ne peut pas partir avec une guerre économique, on ne peut pas partir avec la moitié de ses soldats. Et l'Afrique, avec toute la richesse dont elle dispose, naturelle, et avec toute la jeunesse dont elle dispose, elle doit absolument utiliser l'ensemble de ses capacités. Merci, Salwa. Je vais donc vous redonner la parole, Ayodele. Je voudrais quand même dire ici que, alors là, c'est la chercheure en droit des femmes qui parle pour le coup. Souvent, tout ce qui est finalement entrepris, qui est nécessaire, qui est important, malheureusement, se décline beaucoup pour les femmes qui ne sont pas la majorité des femmes. J'entends là les femmes dirigeantes, le digital, par exemple. C'est-à-dire que très vite, on va, tous les processus, toutes les dynamiques vont cibler des femmes qui sont déjà en situation d'être en interaction avec des sphères de décision, qui sont déjà formées et qui vont malheureusement quelque part dupliquer une attitude de leader, parce que le leader en général n'est pas charitable et quand bien même ce leader est féminin, elle peut manquer de percuter sur ce que vous disiez, à savoir que peut-être on doit pouvoir compter sur les femmes décideurs pour pouvoir servir de levier aux autres, parce que sinon rien ne se passera jamais. Alors comment faire pour que les dîners débats, que les approches par rapport au digital, enfin toutes sortes de choses ne laissent pas sur le bord de la route toutes les autres qui sont majoritaires, parce que si cette majorité de femmes n'est pas mise en situation d'avoir accès à tout ce qu'elle est en droit, à tout ce qu'elles sont en droit de recevoir elles aussi, alors du côté des femmes, il ne se passera rien et par ricochet, il ne se passera toujours rien dans la balance économique des pays parce que ce sera toujours beaucoup trop de personnes qui sont laissées sur le bas-côté de la route. Ayodele, je vous laisse donc rebondir sur la question de comment rendre attractives les forces vives que sont les femmes pour les investisseurs notamment. Merci beaucoup. Il est important que les femmes puissent structurer leur business. Dans le secteur financier, pourquoi moi j'ai créé Ourani? C'est parce qu'on a remarqué que la plupart des femmes qui venaient avec des dossiers intéressants, les dossiers n'étaient pas assez structurés. Elles avaient confiance en elles croyaient en leur projet, mais il n'y avait pas de documents, il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas de documents financiers
où l'investisseur ou bien le banquier puisse comprendre comment l'activité marche. On a besoin d'un recording du chiffre d'affaires, de comment vous gagnez de l'argent, comment l'entreprise évolue. Aujourd'hui, c'est la crise du COVID-19. On dit, voilà, beaucoup d'entreprises ont fermé les portes. Mais ce qu'on remarque, c'est que les petites entreprises, elles ont pu se faire leur place. Parce que là où les grandes entreprises fermaient, les petites entreprises, elles pouvaient offrir ces services-là et ça avoir une part de marché. Donc, il est important d'amener les femmes à travailler sur les états financiers de leur structure et pour qu'elles puissent enregistrer au fur et à mesure ce qu'elles font. Ne pas considérer que c'est petit, ce n'est pas important. Même quand on commence tout petit, il est important d'avoir tout ce qu'on fait inscrit. Et à part cela, on a plusieurs sources de financement aujourd'hui. On a les seed funds. Les seed funds, parfois, ça peut aller de $1 000 à $5 000. Il y a un programme en Afrique. En Afrique, je connais beaucoup plus les programmes africains qui s'appelle TEF, le Tony Elumelu Foundation, qui finance les entrepreneurs à hauteur de $5 000. On n'a pas besoin de garantie. Et ce qui est incroyable dans ce programme, c'est qu'il finance même les idées. Donc, si votre idée peut vraiment créer de la richesse, développer, vous pouvez postuler et avoir un financement de $5 000. Après ça, aujourd'hui, on a le fonds à faveur de la Banque africaine de développement. C'est vrai que ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est une ligne de crédit que vous pouvez avoir auprès d'une des banques pour pouvoir réduire, prendre en charge les garanties, tout ce que la banque pourrait vous exiger. On a également le programme EcoBank élevé du groupe EcoBank qui offre une réduction par rapport au taux de crédit pour les femmes. Mais même pour pouvoir être éligible à toutes ces offres-là, il est important d'avoir des documents financiers à jour. Et par rapport aux hommes, les femmes peinent vraiment à avoir leur business bien enregistré et commencé. Il faut également noter que si elles ne trouvent pas d'intérêt à avoir des documents financiers, elles ne le feront pas. Il y a un mois, par exemple, on a essayé avec des partenaires financiers, des comptables, d'offrir l'établissement des services, des rapports financiers à un coût vraiment très, très bas pour permettre aux femmes de s'inscrire, mais elles l'ont fait. Donc, d'ici quelques mois, on a 150 femmes qui pourront avoir les états financiers à jour. Donc, parfois, elles ont peur des impôts et elles n'aiment pas s'avancer vers les structures d'accompagnement. Il faut les exhorter à le faire. Merci, merci beaucoup. Alors, à ce stade-ci, il va nous rester bientôt un petit quart d'heure pour pouvoir sortir, nous lever de sous l'arbre à palabres Made in Africa. Mais j'aimerais quand même qu'on envisage un peu l'aspect de ce digital qui s'impose aujourd'hui. N'est-ce pas finalement un raccourci, une opportunité? Parce qu'on a vu tout ce qu'il y a dans la dynamique bien avant la crise sanitaire. On a bien vu que les femmes, même dans les zones rurales, réussissent à avoir un téléphone. Un téléphone, c'est vraiment, oui, la liberté, parce qu'on peut interagir avec des personnes, mieux encore quand c'est un téléphone intelligent, on peut interagir avec des personnes qui sont à d'autres endroits en temps réel pour avoir un raccourci dans l'exercice de son activité. Le digital, donc je le disais, va-t-il se démocratiser? Est-ce que c'est ce qui va permettre aux femmes enfin de pouvoir faire un bond en avant dans ce siècle-ci et rattraper tout le temps perdu et sortir de l'enfermement mental, voilà, des pesanteurs sociales, des pesanteurs culturelles, du rapport social femme hommes, des clivages de toutes sortes. Est-ce que c'est le digital qui va permettre cela? Et puis une question quand même au regard de ce que vous nous dites, n'y a-t-il qu'une seule manière d'être entrepreneur? Parce qu'on l'a vu, les entrepreneurs, il fallait avoir des garanties, avoir un compte en banque. Aujourd'hui, le digital est passé par là et on peut avoir un porte-monnaie électronique et avoir un compte et avoir de l'argent et gérer des choses. Donc, il y a des opportunités qui se présentent et très probablement, et j'aimerais vous entendre dessus chacune si vous le voulez bien, c'est un raccourci. Il n'y en aura peut-être pas d'autres avant le siècle prochain pour toutes les femmes. Loretta Téné. Oui, effectivement, les Dingo, on ne va pas aller loin, on va parler du cas de dirigeante. Au départ, quand nous avons lancé le projet, c'était difficile parce qu'on avait des demandes venant de l'extérieur, mais qu'on n'arrivait pas à satisfaire. On se disait, si on n'a pas un contrat avec Prestalis qui peut distribuer le magazine un peu partout dans le monde, comment faut-il satisfaire une dirigeante qui est par exemple en une du magazine ou dont
on parle du portrait, mais aujourd'hui, avec le digital, nous avons misé sur le digital. Désormais, le magazine est en version digitale et ça nous permet de toucher plus de monde. Et même avec les émissions dirigeantes en vue que j'anime tous les lundis, mercredis et vendredis, là encore, on a des femmes venant de tous les coins du monde, mais à travers le digital, on est capable de le faire. Donc, effectivement, oui, le digital est une grosse opportunité pour les femmes aujourd'hui parce que je participais à une conférence et il y avait une femme qui nous expliquait qu'elle vendait des lapins et je me suis permise de lui dire, mais madame, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je peux avoir ma page où j'anime, je peux avoir des lapins que je vends, je communique sur les réseaux sociaux et avoir des clients sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes aujourd'hui qui se sont spécialisées dans le e-commerce et qui font du chiffre à travers le e-commerce. Donc, effectivement, nous avons gagné un pan à travers le boom du digital et la crise aidant nous est venue faciliter les choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut être un entrepreneur bien réglé? Je vais utiliser ce terme avec un compte en banque. Aujourd'hui, on a Orange Money, par exemple, en Afrique, qui permet d'avoir ce portefeuille digital. On a même des banques qui se sont digitalisées, à l'instar de UBA au Cameroun, par exemple, qui est une banque totalement digitale. Donc, effectivement, le digital est là, c'est une solution, effectivement, pour les femmes entrepreneurs en Afrique. Ce qui induit la question donc de l'alphabétisation numérique, hein, je l'appelle comme cela, pour celles des personnes encore nombreuses qui gagneraient à apprendre vite. Voilà une formation qui ne va pas prendre 3 siècles. L'alphabétisation numérique, c'est digital, même alphabétisation digitale précisément. C'est non seulement rendre les usagères potentielles en situation d'être comme cela proactives, mais mieux encore, imaginons qu'on décide de poser un acte pour commencer à s'assurer que chaque femme a un téléphone intelligent entre les mains. Parce que ça n'est pas tout que d'avoir été formé. Si on n'a pas l'outil, on ne va pas bien loin. Salwa. Oui, tout à fait. Donc, au niveau digital, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais vous avez raison. De toute façon, avec le post-Covid, le monde entier est dans un tournant historique et l'Afrique ne découvre pas le numérique. L'Afrique, depuis une dizaine d'années, est pleinement engagée dans la transition numérique avec d'un côté une pénétration mobile qui est très, très importante et le mobile payment dont on a parlé et qui a été, je dirais, qui est né en Afrique, et d'un autre côté, donc, une population qui est très jeune par rapport aux autres continents et qui est vraiment très branchée. Maintenant, ce qui a été, je dirais, ce qui a été mis en avant et ce qui a été en fait découvert avec le Covid, c'est que malheureusement, nos services publics ne sont pas, je dirais, tous digitalisés. D'ailleurs, nous, au niveau du groupe Inetum, avec 1000 personnes, 1000 collaborateurs au sein de nos filiales Afrique, nous accompagnons beaucoup les gouvernements qui ont accéléré ce process de digitalisation des process, des procédures pour que justement la population africaine puisse donc accéder aux services administratifs et les femmes en premier, donc pour accomplir toutes leurs tâches. Maintenant, pour l'entrepreneuriat féminin, ce que je disais tout à l'heure, d'un côté, le Covid malheureusement a fait des dégâts. Je ne sais pas dans les autres pays, mais au Maroc, beaucoup d'entreprises, des petites entreprises ont fermé, et ce sont des entreprises dirigées par les femmes parce qu'ils étaient beaucoup dans l'événementiel, donc qui s'est arrêté dans le service. Mais d'un autre côté, il y a des opportunités qui se sont créées avec le commerce électronique, avec le e-commerce, donc pour tout ce qui est secteur du commerce, où il y a énormément de femmes. Et donc là, il y a eu des occasions pour justement utiliser le commerce électronique et pouvoir commercialiser donc leurs produits à travers Internet. Et même tout à l'heure, on disait que les femmes dirigeantes ou les grandes entreprises, non, même les femmes, je dirais, qui sont même analphabètes ou qui étaient dans l'informel, grâce, s'ils ont bien sûr un téléphone intelligent, avec WhatsApp et autres, ils ont commencé
commencer ça le sujet. Il faut qu'elles soient à se donc débrouiller, équipées. tout à fait. À Équipés. se Alors, nous débrouiller, lançons c'est un très appel facile. ici à tous les bienfaiteurs. Peut-être que notre arbre à palabre, hein, nous parlons là Made in Africa, peut-être que vous allez accompagner donc cette dynamique au féminin pour qu'il y ait une véritable transition sociale, sociétale, avec donc ce décloisonnement de la situation des femmes grâce à un téléphone intelligent. Je pense qu'il faut développer des partenariats dans ce sens parce que sinon, cela risque de n'être que des incantations et ce serait fort dommage. J'aimerais moi aussi quand même faire état ici d'un partenariat dans le cadre de mon travail sur, parce que voilà, à mi-chemin entre la question, on parle du digital, donc de l'intelligence artificielle, dont on nous dit que les algorithmes ont reproduit les travers masculins, que c'est donc dommageable. Mais ce partenariat donc avec 10 000 codeurs, hein, je vais saluer ici Douglas Biandou, pour pouvoir s'assurer que les femmes aussi peuvent coder et qu'elles puissent elles aussi impacter les algorithmes de manière à ce que cela prenne en compte mais des réalités qui ne sont pas seulement un monde d'hommes, mais un monde de femmes. Donc, ça a l'air comme cela anodin, mais voilà de véritables points qu'il est important de matérialiser parce que le plaidoyer ne suffit pas, il faut de l'action. Je vous rejoins et je salue les 1000 codeurs. Vraiment, ils font du travail extraordinaire. Merci Salwa. Nous allons voir si nous avons des questions avec ceux qui nous écoutent pour pouvoir interagir avant d'aller bientôt à la conclusion. Et je ne veux pas manquer à ce stade-ci, avant de vous redonner la parole à Yodélé, je fais un constat, j'évitais poliment d'en parler d'entrée de jeu, encore que je n'ai pas tout à fait réussi, mais dans mon travail, je vois bien que tout cela, tous ces freins, tout ce qui laisse les femmes dans l'indigence économique, tout ce qui n'est pas fait pour qu'elles soient aussi opérationnelles qu'elles le pourraient, ça ne porte pas un autre nom, ce sont des violences faites aux femmes. Il y a des violences économiques, il y a des violences dans le cadre du travail quand enfin elles ont un emploi, il y a toutes sortes de violences, voilà, de bout en bout, et ça ne change pas la donne. Donc, j'ai porté cette initiative qui s'intitule Man, Stop Man, de manière à ce que les hommes, eux, puissent faire passer le message que les femmes n'arrivent pas à faire passer, que chaque homme endosse le rôle de porte-parole de la cause de l'éradication des violences faites aux femmes. Donc, si les hommes n'entendent pas les femmes qui font le plaidoyer, probablement un homme peut faire entendre raison à un autre homme. Et au milieu de tout cela, ce n'est pas pour être gentil ou faire plaisir à ces dames, mais c'est pour que, enfin, économiquement, il se passe quelque chose à l'échelle individuelle, dans les familles. Je n'imagine pas être un homme et avoir pour épouse une personne qui a les deux bras menottés et qui ne peut rien faire. C'est tellement mieux quand on est plusieurs. Et à l'échelle de la nation, c'est encore mieux. Donc, voilà ce que je voulais, moi, envoyer comme message à ce moment-ci. Loretta, Ayodele, nous allons pouvoir vous entendre amorcer les conclusions au regard de tout ce que nous avons partagé, de ceux dont vous avez l'expérience sur le terrain. Si vous aviez une baguette magique entre les mains, que feriez-vous chacune? Loretta. Ben, si j'avais une baguette magique, c'est effectivement changer la situation des femmes parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou pas, le problème du financement reste un réel problème quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, notamment en Afrique. Et nous nous sommes engagés parce que je ne peux pas vous cacher, quand j'ai interviewé encore une fois Evelyne Dio, qui est au Sénégal, et ce sont 4 femmes qui se sont réunies pour mettre en place un fonds d'investissement afin d'aider les femmes et les accompagner. On s'est dit, nous aussi, on veut faire la même chose, c'est-à-dire accompagner les femmes. Bien évidemment, en passant par la formation, il faut les former, il faudrait qu'elles puissent avoir tous les outils, développer la confiance en soi, comme les panélistes l'ont dit tout à l'heure, développer la confiance en soi à travers des formations, les former et ensuite les accompagner parce que effectivement, on a beaucoup de femmes qui sont encore dans l'informel et c'est vraiment un manque à gagner pour nos États. Donc, on gagnerait vraiment de passer de l'informel au formel pour ces femmes. Donc, voilà ce que je ferais et continuer de valoriser les femmes parce qu'on sait que les femmes, si on a des rôles modèles, ça nous pousse de ne pas baisser les bras, ça nous pousse d'aller de l'avant. Donc, effectivement, continuer à toujours valoriser et promouvoir les femmes. Ayodele, vous avez la baguette magique entre les mains. Merci. Moi, ma baguette magique, ce serait déjà à mon niveau un peu plus d'énergie parce que mes interventions étaient interrompues parce que voilà, on n'avait pas le courant.
Donc, avant de parler de digital, il est important que nos responsables, nos gouvernants puissent régler ce problème d'énergie. Et même quand on parle de digital aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement avoir un site Internet. Ça peut être une page WhatsApp, une page Facebook pour vendre ses articles. Mais même pour cela, il faut penser au coût donc un d'Internet. téléphone. Oui, un téléphone. Intelligent. Oui, intelligent. Et l'électricité pour charger le téléphone aussi. Okay, oui. Et après, voir le coût d'Internet, parce qu'au Bénin, quand même, le coût d'Internet est assez élevé. Donc, une femme qui n'arrive pas à se nourrir, je pense qu'elle est du mal. Je pense que ce ne soit pas facile pour elle de pouvoir acheter des datas. Et par rapport à cela, j'aimerais finir en remerciant quand même le programme DigiBoost, un programme d'Enabel qui accompagne les structures d'accompagnement au Bénin. C'est un fonds avec un budget de 2,8 millions d'euros pour renforcer la capacité des structures d'accompagnement. Donc, Wourami, ma structure en bénéficie. Donc, ce programme de l'Union européenne piloté par Enabel renforce les structures d'accompagnement qui font déjà un travail sur le terrain, qui accompagnent les femmes en leur mettant beaucoup plus d'outils pour pouvoir assurer l'inclusion vraiment des femmes, que ce soit l'inclusion financière ou l'inclusion digitale. Donc, mon dernier message, c'est aux femmes de toujours croire en elles. Nous sommes des femmes fortes et voilà, prouvons au monde ce que nous pouvons être capables de faire. Merci. Je ne voudrais pas manquer, je vois quand même que nous avons quelques messieurs connectés. J'aimerais assez leur donner la parole parce que faire une conversation entre nous, ça n'est pas la réalité du monde au sein duquel nous vivons. Et j'en profite même là pour adresser ouvertement un message aussi à Made in Africa. C'est que les femmes puissent être impliquées de manière transversale dans toutes les discussions, pour qu'elles puissent implémenter leur vision du monde sur chaque sujet. Parce que souvent, il se trouve qu'on va parler, on va mettre un forum pour les femmes et on risque de les voir se parler entre elles. Et dans le même temps, avoir d'autres forums où elles sont peu nombreuses parce que c'est des sphères de décision, parce que c'est des costumes cravates, parce que c'est des moustachus. Alors, caricaturons jusqu'au bout, mais véritablement, pour inverser la donne, il faut bien résolument qu'elle soit présente dans toutes les discussions, sous tous les arbres à palabres. Alors, Estelle Bilson nous dit effectivement l'électricité et le coût des connexions Internet sont une barrière. Et quand il y a une barrière, elle est d'abord une barrière pour les catégories précaires que sont les femmes et les jeunes souvent, et le sont moins pour tous les autres. Est-ce que Jean-Éric Sendev veut nous dire quelque chose? Il faudrait bien qu'un monsieur, avant que je vous passe la parole à vous, Salwa, nous dise quelque chose, sinon ça va tomber sur vous, Yann, puisque vous êtes connecté aussi. On aimerait bien entendre une parole quand même, parce que sinon on aura parlé entre nous et ce n'est pas ce que nous voulions avoir comme dynamique. Alors je vous laisse vous signaler si vous le voulez bien. Nous avons au Bénin Terra Labis-Win, DigiBoost, c'est ce que vous nous avez marqué à Yodélé. Alors, je vais vous donner la parole, Salwa, pour prendre 1 minute sur les 2 qui nous restent, avant que peut-être par miracle, il pleuve des hommes, comme on dit dans la chanson. Moi, je suis tout à fait en phase avec vous. Je dis toujours que dans ce type de débat, il faut que ce soit un débat mixte. C'est très important. C'est comme la société, c'est comme un oiseau. Elle a besoin de ses 2 ailes pour voler. Et donc, la mixité, pour moi, c'est très, très important. Et si j'avais une baguette magique, comme vous avez dit, je donnerais le pouvoir à moitié pour les hommes et à moitié pour les femmes. C'est très important. Ou au moins un tiers minimum avant d'arriver à la mixité. Et parce que c'est au niveau des postes de décision et des postes de pouvoir qu'on peut agir et changer l'environnement. Tout ce qui a été dit par nos jeunes entrepreneurs, que ce soit l'infrastructure, la formation, l'accès au financement, tout ça, ça se décide à un niveau où malheureusement très peu de femmes sont là. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à des postes de décision pour pouvoir justement influencer. Et c'est pour ça que les jeunes filles doivent être très, très ambitieuses, doivent aller, je dirais, chercher, être dans les réseaux, se rendre visibles, forcer les portes pour pouvoir arriver à des postes de décision. Et pourquoi pas faire je dirais, mettre en place une stratégie à horizon, par exemple, 2030, pour arriver à 1 tiers des femmes dans l'implication économique et les postes stratégiques dans chacun de nos pays. Et ce sont nos pays qui vont gagner.
Merci beaucoup, Saloua. Je voudrais donc, si vous êtes d'accord, pouvoir mettre un terme à cette discussion, tout en vous remerciant chacune pour ce que vous avez apporté. Nous avons dépassé d'1 minute. Ah là 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 là, mais le monde appartient aux femmes et aux femmes, Dieu le veut. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez apporté, vous encourager chacune et tous ceux qui nous ont écoutés. Merci de faire du tam-tam pour que ce sujet ne reste pas une conversation entre dames et que chacun à son niveau puisse mettre en pratique ces choses-là. Nous avons vraiment besoin et nous voulons croire qu'avec Made in Africa, nous allons pouvoir continuer ce travail et pouvoir inverser la vapeur et obtenir cette transition que nous appelons de tous nos voeux. Elle ne se fera pas malheureusement toute seule si elle n'est pas boostée. Voilà, merci encore à chacune. J'étais ravie d'être avec vous dans cette discussion, ravie d'être votre modératrice. Merci, merci. Je suis donc Lady Ngomangue Pessé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.